Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur la norme de sûreté de fonctionnement des véhicules routiers ISO 26262. Aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter des sujets autour de cette thématique avec nos partenaires que sont Siemens, EasyMile, le cluster Totem et Senios. Alors, on va rester à peu près 1h30 ensemble sur cette route de la sûreté de fonctionnement avec une introduction de ma part. On suivra une présentation du cluster Totem sur les enjeux pour une mobilité intelligente et durable. Ensuite, Laurent Brénéol de la société EasyT présentera la cybersécurité dans un contexte ISO 26262. Cyril et Christophe de Siemens présenteront la solution Polarion pour répondre à des besoins de co-engineering dans des contraintes ISO 26262. Nous aurons ensuite une présentation de Marc et Thomas de la société Siemens AI avec une solution innovante pour détecter la qualité rédactionnelle de votre documentation technique, la qualité de vos exigences. Et nous aurons enfin un retour d'Anne Larib de la société EasyMile, un retour d'expérience sur l'implémentation d'un ALM dans un contexte d'innovation et de safety ISO 26262 dans le secteur automobile. Et nous terminerons par les réponses aux questions. Alors, l'hôte de cette conférence, c'est EasyT, la société EasyT. Donc, nous sommes une société basée en Plaisance-des-Touches, d'une trentaine d'années d'existence, et sommes spécialisés dans notamment les normes de sûreté de fonctionnement appliquées aux systèmes embarqués. Nous proposons des formations, des prestations d'expertise et de conseil, et distribuons des outils et des briques technologiques à cet effet. On fait partie d'un groupe qui s'appelle ICE, regroupant une vingtaine de sociétés et générant un chiffre d'affaires d'à peu près 100 millions d'euros annuels. La proposition de valeur d'EasyT peut se résumer sur cette slide. Nous avons trois piliers. Un pilier service que j'ai commencé à aborder avec les formations, notamment sur les O2622. On ne creusera pas forcément le sujet en 1h30, mais nous proposons des formations pour, on va dire, creuser ce sujet-là. Nous proposons également des audits, comme des analyses de risque cyber et safety, des accompagnements à la certification, ou des déploiements aussi d'outils que nous distribuons. Et nous sommes capables de faire des prestations de remontée de système B, par exemple avec des tests unitaires, des campagnes de tests unitaires d'intégration. Nous avons également plusieurs briques technologiques représentées dans ce diagramme, où nous partons du plus bas niveau, qui est la cible électronique, la carte hardware, sur lequel nous allons empiler les briques, que ce soit des hyperviseurs, des séparateurs de noyaux, des OS, des protocoles de communication, comme le CAN-Open, le 1939 ou l'Ethercat Safety, avec les couches safety, et tout ce qui est aussi graphique critique, graphique safety critical, avec des moniteurs de GPU, des drivers certifiables. Toutes ces briques vont permettre de supporter la couche applicative, que vous allez généralement développer, avec une contrainte à la fois de safety et de cyber. Et pour cela, nous avons également un panel d'outillage et de partenaires technologiques qui vont vous permettre d'accélérer ce développement, par exemple sur la gestion des exigences avec la solution Polarion. Nous avons également des solutions pour le développement d'interfaces graphiques évoluées, des solutions pour appliquer des méthodes d'analyse de risque, des outils d'analyse statique et dynamique de code, pour à la fois identifier des vulnérabilités de cybersécurité ou des bugs. Si vous voulez approfondir ces sujets-là, n'hésitez pas à prendre un screenshot de mes coordonnées. Nous pourrons planifier une visio pour en discuter plus en amont. Je laisse tout de suite la main à Maxime qui va nous présenter les enjeux pour une mobilité intelligente et durable. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maxime Debienne. Je suis très heureux de participer à ce webinaire. J'ai pour ma part l'objectif de vous présenter le cluster Totem. Donc, on est un cluster régional des systèmes de transport terrestre et maritime, à la fois intelligent et durable. Ce qui se cache derrière ça, c'est en fait que depuis 2021, on s'est regroupé avec deux anciens clusters et une association. Alors, deux anciens clusters de l'automotive et du ferroviaire pour former un grand cluster des transports terrestres intelligents. Notre objectif, c'est de fédérer à travers nos actions l'intégralité de l'écosystème des entreprises, des académiques et des institutionnels qui travaillent autour des problématiques de transport terrestre intelligent. On est aujourd'hui, donc à l'heure où on vous parle, donc en septembre 2022, 140 adhérents, comme je disais, entreprises académiques et institutionnelles, entreprises de toute taille, TPE, PME, ETI et grands groupes. 63% de nos adhérents entreprises sont des TPE, PME, donc on est un cluster plutôt de petites et moyennes entreprises.
Sur la partie académique, on regroupe aussi bien des écoles, des lycées professionnels et des laboratoires. Et puis les institutionnels, on va retrouver les métropoles, la région, qui sont pour nous des partenaires, qui soutiennent nos actions, qui sont nos interlocuteurs sur l'expérimentation, des sujets d'expérimentation, d'innovation, etc. On a une ADN articulée autour du collectif, de l'audace et des actions. Et ces actions, elles vont être regroupées autour de trois grands axes: le business, l'innovation, l'emploi compétences. J'y reviendrai plus tard. Notre cluster est aussi le représentant en région Occitanie de réseaux de fédérations professionnelles. Pour l'automobile, par exemple, ça va être la PFA, qui est l'instance nationale de la filière automobile. Son équivalent ferroviaire, c'est la FIF, et son équivalent pour le maritime, c'est le GICAN, voilà, qui nous font confiance pour les représenter ici sur le territoire de l'Occitanie. Plus spécifiquement, nos marchés d'application, donc les trois filières qu'on regroupe, je les ai déjà évoquées, l'automobile, mais qui comprend aussi en fait le véhicule industriel et les modes de mobilité active, c'est-à-dire voilà, les trottinettes, le vélo électrique, etc. On est capable aussi d'adresser ces thématiques-là. Pour la partie ferroviaire, aussi bien les grandes lignes TER, Intercité, TGV, mais aussi les lignes urbaines telles que les métros et trams. On est capable voilà, de fournir un ensemble de solutions pour ces sujets-là. Et le naval, donc, qui est plutôt un sujet de diversification, il faut le reconnaître. La plupart de nos adhérents sont vraiment sur les deux premières filières. Le naval en région est plutôt les sujets qu'on traite à travers le naval, ça va être le nautisme, avec quelques constructeurs de plaisance qui sont implantés sur le territoire de l'Occitanie, sur sa frontière maritime côté Méditerranée, et l'éolien marin aussi, les sujets d'énergie en mer commencent à émerger aussi à travers les sujets de réflexion du cluster. Il faut savoir qu'on regroupe l'intégralité de la chaîne de valeur finalement de ce marché de la mobilité, depuis la recherche, le développement de systèmes, de sous-systèmes, d'outils de test tels que EasyT par exemple est un acteur incontournable. La fabrication, avec quelques fabricants, EasyMile qui participe à ce webinaire en est l'exemple. Les infrastructures, tout le matériel d'infrastructure pour faire fonctionner ces systèmes de mobilité, la partie maintenance et les services de mobilité qui font partie des usages. Voilà, à travers nos 140 adhérents, on groupe des acteurs de tous ces maillons de la chaîne de valeur. Voilà rapidement la liste exhaustive de nos adhérents à juin 2022. Je ne vais pas y revenir en détail, mais vous retrouvez EasyMile et tous les autres membres qui sont pas. Je cite ces deux-là parce qu'ils sont présents à travers ce webinaire, mais également voilà, l'ensemble des autres adhérents que compte le cluster. Les trois grandes missions donc, que se sont données les membres adhérents. On est une association gouvernée par nos adhérents, donc au service de nos adhérents. Donc les trois grandes missions sous lesquelles se regroupe l'intégralité de nos actions sont le business, l'innovation, et, la formation et les compétences. Le business, voilà, pour travailler ensemble, avoir des cibles collectives, enfin comment dire, adresser des grands comptes de manière collective. Parfois, pour les PME, c'est compliqué d'adresser à elles seules des comptes comme Renaval, Alstom et d'autres. Donc, on sait à travers le cluster s'organiser en grappes pour mettre en commun les objectifs, les contacts et les moyens et adresser le grand compte en tant que totem, donc proposer une offre de valeur globale du cluster. Et de ce fait-là, être plus visible et plus remarquable. L'innovation, on va plutôt être sur la recherche de compétences complémentaires, de travail sur des expérimentations avec les réseaux institutionnels, je l'évoquais tout à l'heure, et éventuellement la recherche de navettes de financement pour vos projets d'innovation, que ce soit région, État ou voire Europe si c'est nécessaire. On est en lien, nous, avec les financeurs de l'innovation, donc voilà, on peut vous accompagner aussi là-dessus.
La formation compétences qui est un sujet de plus en plus important pour nos entreprises. Là, on déploie des actions petit à petit d'attractivité des filières, d'observatoires pour tenter de mettre en lien le besoin des entreprises avec les filières de formation en face. C'est des choses qu'on est en train d'initier. Voilà, l'exemple d'action qu'on est capable de mener sous cette grande mission d'accompagner nos adhérents sur l'emploi de la formation. Ensuite, on va dire les transversaux, les sujets horizontaux du cluster, ça va être les sujets de digitalisation. Le webinaire d'aujourd'hui en est un exemple autour de la cybersécurité. Les programmes structurants, donc l'innovation, l'accompagnement de grands acteurs qui décrochent, par exemple pour la partie financière, des grands contrats tels que la troisième ligne de métro, la LGV, etc. Donc voilà, on sait se positionner avec nos PME pour répondre à certains appels d'offres. La performance industrielle pour les sites de fabrication, l'automatisation, etc. La transition énergétique. On a des webinaires, par exemple, avec la PFA sur comment mesurer l'impact carbone de sa production, de la conception de ces systèmes, etc. Et puis, pour terminer, des actions de visibilité et d'attractivité, où là, on est capable d'embarquer un certain nombre de membres qui sont intéressés pour être présents sur un salon, sur un événement, sous une grande bannière totem, donc être visible au milieu d'un salon en étant plusieurs sous une bannière unique et en même temps sous-diviser un espace à disposition des adhérents qui sont intéressés par les cibles de tel ou tel événement. Voilà, je ne serai pas plus long. Si vous souhaitez en savoir plus sur le cluster, Franck Edlar et moi-même, Maxime Debienne, on se tient à votre disposition. Alors Franck plutôt sur la partie rail maritime, quant à moi je suis plutôt sur la partie automotive. Et voilà, je vous invite à nous suivre sur le LinkedIn, voire vous rendre sur notre site internet pour suivre notre newsletter accessible à tout le monde et qui vous permet un peu de comprendre ce qu'on fait et de suivre les actions qu'on organise au sein du cluster. Merci pour votre attention et on l'espère à très vite. Présenter la cybersécurité dans un contexte ISO 262. De cybersécurité qui est un point un peu connexe par rapport à l'ISO 26262, mais tout à fait d'actualité. En ce moment même, l'Union européenne est en train de légiférer, de produire un acte législatif sur la cyber-résilience qui, à très court terme, va imposer aux fabricants de produits numériques et de logiciels de prendre en compte la cybersécurité dans la conception, le design de leurs produits et de la traiter sur l'ensemble du cycle de vie, et notamment, par exemple, de traiter tous les incidents de cybersécurité qui pourraient se produire en lycée. Cet acte législatif va conduire à créer des normes harmonisées sur l'ingénierie de la cybersécurité. Alors, dans le cas des véhicules routiers, cette norme, elle existe déjà, c'est l'ISO 21434, qui regroupe l'ensemble des exigences en termes de processus de développement et de preuves à apporter sur la cybersécurité des produits, des systèmes insérés dans les véhicules routiers. Alors, les concepts de l'ISO 21434, elle définit la cybersécurité comme suit, comme une condition dans laquelle les actifs sont suffisamment protégés contre les scénarios de menace, les threat scénarios, qui peuvent affecter des éléments, les items des véhicules routiers, leurs fonctions et leurs composants électriques ou électroniques. Ces scénarios de menace, ils sont définis comme une cause potentielle de compromission des propriétés de cybersécurité, les cybersecurity properties, et d'un ou plusieurs actifs, donc les assets, dans l'intention de réaliser un scénario de dommage, scénario, un événement reporté. Alors, l'ensemble de ces éléments de travail, les scénarios de menace, les actifs, les scénarios de dommage, ils sont élaborés en fait au cours d'un processus de gestion de risque qui conduit à une évaluation de risque de cybersécurité qui est
suivant une méthodologie assez spécifique nommée TARA, et qui est tout à fait équivalente dans son principe à la méthodologie ARA, la Hazard Analysis and Risk Assessment de l'ISO 26262. Cette analyse TARA, Threat Analysis and Risk Assessment, donc analyse des menaces et évaluation des risques associés, elle se décompose en plusieurs étapes. D'abord, une identification des assets, des actifs à protéger, qui peuvent être tout simplement des fonctionnalités d'un logiciel ou d'un matériel d'une SCI, et les éléments redoutés, les dommages, les scénarios de dommages associés. Une évaluation des impacts, c'est donc typiquement l'évaluation de la gravité associée à ces éléments redoutés. Une identification des scénarios de menaces, dans quelle mesure on peut arriver à générer ce type d'événements graves, par quel type de scénario de menace. Une évaluation de la faisabilité de l'attaque associée au scénario de menace, et puis, in fine, l'évaluation du risque par un principe assez similaire à celui des risques sur la sécurité fonctionnelle, en croisant la gravité du dommage, avec la faisabilité du scénario d'attaque. La faisabilité de scénario d'attaque, finalement, c'est une probabilité de réponse. Et enfin, une fois que ces risques ont été évalués, en fonction du seuil d'acceptabilité, ce qu'on décidera de juger comme acceptable ou pas, on entrera dans une phase de traitement des risques qui consisteront, encore une fois, à l'instar des analyses de risque de sécurité fonctionnelle, de mettre en place des mesures de réduction de risque, des mesures spécifiquement de cybersécurité. Alors, on a différentes méthodologies de modélisation des menaces, qu'on appelle les threat modeling, qui permettent en fait essentiellement d'évaluer, par exemple, la faisabilité de l'attaque ou la gravité des impacts. Ces méthodes sont notamment citées dans les documents NIST SP800, c'est les attaques potentielles. On a la première méthode qui est la méthode basée sur le potentiel d'attaque. On a des méthodes standardisées par des organismes internationaux comme la méthodologie CVSS, Common Vulnerability Scoring System, qui sont en fait des méthodes qui permettent de coder exactement la faisabilité d'une menace. Elles sont illustrées en annexe de l'ISO 21434, mais néanmoins, cela demande de faire appel à des compétences spécifiques en cybersécurité, de maîtrise de ces méthodologies, pour être capable effectivement de réaliser une évaluation correcte. Et là, sur ce point-là, ISIT peut vous aider, on a les compétences nécessaires pour vous aider à dérouler ces méthodologies et à faire ces analyses de risque. La norme 21434 va avoir un impact sur l'ensemble du cycle de votre développement de produits. Elle requiert des activités, des produits spécifiques. Donc on a un peu parlé des items qui vont contenir les recettes, des cybersecurity goals qui sont un peu l'équivalent des safety goals de la 26.2, des scénarios de menaces dont on a parlé, associés aux cybersecurity goals, des exigences, donc suite aux menaces qu'on aura décidé de traiter. Cela voudra dire que vous aurez nécessairement à définir des exigences de cybersécurité qui sont allouées aux différents composants. Et enfin, des cybersécurité cases, des procédures de vérification et de tests pour vérifier qu'effectivement ces exigences de cybersécurité sont satisfaites dans le produit. L'ensemble de ces produits d'activité, la norme demande qu'ils soient vérifiés dans un processus d'assurance qualité similaire à celle de tout, qu'ils soient vérifiés avec une production d'un enregistrement correspondant. Ils doivent être gérés en configuration avec le maintien d'un historique. On doit à tout moment pouvoir revenir à une version précédente de l'élément. Ils doivent être modifiés uniquement de façon contrôlée, suivant un processus strict de gestion de changement, le change process commun d'ailleurs, avec celui que vous aurez défini pour la 28.2. Et on doit assurer la traçabilité entre tous ces éléments-là. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Et l'une des meilleures façons de faire ça est de centraliser tout ça et de garantir que l'ensemble de ces exigences sont satisfaites, c'est de les mettre en œuvre dans la LM Polarion qu'on va vous présenter au cours de cette suite de la présentation. Ensuite, en phase de développement et en application du concept de défense en profondeur qui indique en fait
qu'au-delà des mécanismes, on doit être en mesure d'implémenter la cybersécurité à différents niveaux, sur différentes couches du produit, en descendant jusqu'au niveau du code d'un logiciel. On doit utiliser la norme de demande, des règles de conception et de codage en évitant toute construction qui sont connues pour présenter des faiblesses de cybersécurité qui peuvent conduire à une vulnérabilité exploitable. Parce que vous aurez défini par exemple un mécanisme de chiffrement que le code qui va l'implémenter ne présente pas lui-même. Voilà. Les standards de règles de codage qui sont recommandées et citées dans l'ISO 21434, c'est essentiellement les règles MISRA qui sont communes à la sécurité fonctionnelle, et les règles du Software Engineering Institute, CERT, qui elles ont été initialement spécifiquement développées pour assurer la cybersécurité, pour protéger le système contre des menaces d'agression extérieure. Donc ces deux standards sont hautement recommandés dans le développement de code, et pour pouvoir vérifier la conformité de votre code à ces standards, vous allez devoir utiliser des outils d'analyse, des analyseurs statiques, qui pourront là aussi vous proposer des prestations en utilisant les analyseurs déployés chez EASY, que sont MDRA et Code Sonar, chacun avec ses particularités et ses avantages. Après, vous pouvez aussi avoir, et c'est certainement le cas, besoin d'intégrer des composants COTS off-the-shelf sur étagère, par exemple un OS, par exemple une librairie, dont vous ne disposerez pas nécessairement des codes sources. Vous ne pouvez pas faire d'analyse statique aussi facilement que sur votre code développé spécifiquement chez vous. Et dans ce cas-là, la norme vous demande quand même de pouvoir maîtriser les risques liés à l'introduction de ces composants off-the-shelf, les risques de cybersécurité. Donc là, la façon de faire, c'est de réaliser un scan du code objet de ces composants logiciels que vous allez intégrer dans votre logiciel, et d'établir une software bill of material, c'est demandé également dans c'est une liste des composants, une identification des composants logiciels qui peuvent être contenus dans votre code, et qui va comporter également la détection des identifications des vulnérabilités associées à ces codes, à ces licences tierces, dont vous ne maîtrisez pas ni le code source, ni le cycle de vie. Ces vulnérabilités LDAIS, parce qu'elles sont déjà identifiées depuis un certain nombre de jours et dont les mesures de maîtrise sont connues, sont identifiées généralement par leur CVED, leur Common Vulnerability Enumeration Identification. L'utilisation d'un outil, on peut vous proposer chez EASY l'utilisation d'un outil Code Central qui va réaliser ce scan et qui va vous fournir des recommandations pour le traitement des risques associés donc à l'intégration de ces éléments. Voilà, je vous ai donné dans cette courte présentation un petit éventail des méthodes et outils que EASY peut vous proposer pour répondre aux exigences spécifiquement de cybersécurité dans le développement de vos produits. Je vais maintenant passer la main à Siemens pour vous présenter plus en détail la LM Polar. Merci Laurent. Donc on va passer à la présentation de Christophe pour le portefeuille Accelerator Siemens. À toi Christophe. Merci, bonjour à toutes et à tous. L'idée c'est de regarder aujourd'hui ensemble à l'intérieur du groupe Siemens, à l'intérieur de la division digitale industrie Siemens, comment cette thématique de conformité avec les normes, les standards et les sûretés de fonctionnement s'intègre dans notre portfolio qui nous permet d'accompagner les projets de transformation digitale beaucoup plus profonds auprès de nos clients. On va faire d'abord une petite revue un petit peu. Siemens, pour beaucoup, c'est les frigos, les machines à laver. L'idée, c'est de vous montrer que c'est un groupe industriel qui aujourd'hui est présent dans votre quotidien, dans le quotidien des industries, mais également du civil, avec notre capacité à accompagner le secteur automobile dans sa transformation digitale et son automatisation, de pouvoir faire face aux enjeux des nouvelles énergies, comment produire différemment et comment ensuite distribuer cette énergie nouvellement produite,
On se déplace aussi beaucoup et de plus en plus en train. Siemens est présent sur la partie matériel roulant, la partie infrastructure, la partie également connectivité auprès des usagers. Siemens a cette division qui est dédiée à la partie infrastructure, donc domotique, contrôle des bâtiments, contrôle de la consommation énergétique des bâtiments et autres. Présente également dans le secteur médical, sur la conception, fabrication de dispositifs d'IRM, de radio et autres, et également nos technologies logicielles qui permettent d'être embarquées dans ces appareils. Et bien, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est finalement pourquoi est-ce que Siemens est présent dans ces matinales auprès de EasyIT, qui est l'un de nos value added resellers, comme on dit, c'est-à-dire membre de notre écosystème de distributeurs intégrateurs à valeur ajoutée. Et aujourd'hui, ils font partie de la distribution, donc d'une partie du portfolio Siemens de Digital Industry, que vous voyez à gauche de l'écran, qui est notre entité logicielle et matérielle, et qui nous permet de proposer des technologies aux industriels pour accompagner leur transformation digitale. Alors en France, en région toulousaine, donc on a 3 sites de R&D et un site industriel. Et vous avez une vue un petit peu de ce que la présence de Siemens Software sur le territoire national. Notre portfolio, c'est là qu'on voulait commencer à faire rentrer des notions avant de rentrer dans le détail de Polarion. On l'a baptisé, il s'appelle Accelerator. Accelerator, c'est une plateforme qui vous permet aujourd'hui d'accéder aux technologies Siemens dans un environnement unique, une plateforme unique, et où nos technologies seront enfermées dans différentes briques que vous voyez autour de la rosace, collaboration, application, etc. L'objectif, n'est pas d'en faire des détails, mais c'est pour vous montrer la vue et ensuite comment s'inscrit la partie gestion des exigences et des normes sur fonctionnement dans ce portfolio-là, et d'intégrer les notions, d'introduire les notions de jumeaux numériques qui nous sont si chères dans l'industrie. Alors, ce portfolio a été pensé pour répondre à des problématiques dont vous voyez certains mots-clés apparaître à l'écran, certains peut-être qui nous sont plus familiers que d'autres. L'idée, c'est comment répondre aux enjeux globaux de l'industrie, de la transformation digitale de l'industrie, mais appliquée à vos problématiques en tant qu'usine, en tant que bureau d'études, en tant que cabinet. Et grâce à notre portfolio, on va être capable de créer un mapping autour de ces points pour vous permettre d'appréhender un processus de transformation digitale qui va être adapté à ce que vous avez envie d'atteindre. Donc l'objectif derrière tout ça, c'est de pouvoir coupler et combiner finalement le monde réel et le monde digital, et comment est-ce qu'à partir d'un produit qui est pensé dans la tête d'un ingénieur, on va être capable d'aller jusqu'à la livraison finale de ce produit manufacturé auprès de vos clients. Et bien sûr, dans tout ce processus, il y a une infinité de données à traiter, qu'elles soient au niveau ingénierie, qu'elles soient au niveau flux, process, qu'elles soient au niveau appareil de production. Et bien, grâce au portfolio Siemens, aujourd'hui, nous allons pouvoir vous proposer d'accompagner sur tout ce parcours digital. Alors, on introduit souvent les notions de jumeaux numériques, vous en avez peut-être entendu parler, ou être en tout cas peut-être même sur des projets en ce moment d'introduction à ces thématiques autour des jumeaux numériques. Chez Siemens, on va en différencier 3. Un produit, production et performance. Le tout bien sûr, je dirais, enrobé et englobé dans cette thématique de cybersécurité qui a été présentée par Laurent précédemment. Là, rapidement, jumeaux numériques produit, eh bien, c'est la science de l'ingénierie, donc typiquement comment je vais concevoir et comment je vais simuler un produit de façon numérique pour m'affranchir des étapes un petit peu coûteuses, voire même longues, de la fabrication de prototypes. Donc, comment je vais être capable de représenter des phénomènes physiques différents, comment je vais intégrer, c'est là qu'on commence à parler de standards et de normes, comment j'intègre des normes à l'intérieur de mon processus d'ingénierie et de conception. Une fois qu'on a fait ce travail de qualification, de dimensionnement d'un produit, eh bien, il va falloir le produire. Oui. Donc là, c'est là qu'on rentre dans un jumeau numérique qui est cette fois-ci un petit peu plus matérialisé, puisqu'on rentre dans les lignes de production. On va venir donc combiner l'appareil productif, les machines-outils, les automates, etc., qui sont également bien, au mieux Siemens et au moins bien à la concurrence,
Et ensuite, derrière, la couche logicielle qui va permettre de faire le lien et ce qu'on appelle, nous, la continuité digitale ou la closed loop manufacturing, c'est-à-dire le lien vraiment entre la partie produit et la partie production. On voit ici quelques petites images qui tournent de constitution en 3D du fonctionnement d'une usine qu'on peut ramener donc à la ligne, à la machine, à l'usine ou au multisite. L'idée, c'est d'avoir cette vue du jumeau numérique et du fonctionnement d'une usine complètement digitalisée. Le dernier, la performance, est également fondamentale puisque c'est une fois que j'ai fait ce travail de digitalisation de mon produit et de ma production, j'ai envie de voir si ce que je produis est conforme au produit que j'ai réalisé, dans quel temps, dans quelle mesure, est-ce que j'ai des non-conformités particulières, et finalement tous les efforts qui ont été faits depuis le début des phases de l'ingénierie, de digitalisation au niveau de l'ingénierie, on les récupère ici, c'est-à-dire que vous allez être capable d'avoir une vue de votre efficience et votre excellence opérationnelle, grâce à des indicateurs au niveau des machines, au niveau des usines, etc. Et donc, la continuité digitale et la présence du portfolio accélérateur Siemens permet d'aller jusqu'à ces niveaux de représentation. Et donc, c'est ce qu'on va un petit peu plus détailler maintenant. C'est sur cette partie jumeau numérique, vous avez sur cette slide-là, finalement, la photo finale du travail de digitalisation complet et du mix entre le monde réel et le monde virtuel. C'est ce qu'on appelle l'approche des jumeaux numériques. Et c'est ce qu'on propose, en tout cas, à nos clients qui souhaitent se lancer dans un processus de transformation digitale. Alors, pour ce faire, c'est bien d'avoir les technologies, mais ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas l'écosystème qui va avec. Et donc, l'écosystème passe par vos fournisseurs, vos clients, et comment, en fait, nos technologies vont être capables d'être suffisamment interopérables pour pouvoir répondre aux enjeux aussi de connexion et de collaboration au niveau des modèles de données. Donc, tout cela, c'est l'objet de Siemens, et aujourd'hui, on en fait vraiment on met vraiment l'accent là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'enferme pas nos clients dans nos technologies, mais on se voit au contraire comme un catalyseur de la transformation digitale pour aller affronter les enjeux de demain. Vous voyez évidemment des thématiques qui aujourd'hui sont présentes énormément dans le milieu. Et donc, notre promesse, en tout cas, ce qu'on essaie de mettre à disposition, c'est d'être capable d'affronter ces enjeux le mieux possible. Voilà ce que je pouvais un petit peu rapidement en introduction de qui est Siemens et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est présent sur ce webinaire autour des normes de sûreté de fonctionnement. C'est qu'on va faire un petit focus à travers notre portfolio. Cyril, tu vas reprendre la main et tu vas pouvoir expliquer qu'est-ce que Polarion. Merci beaucoup Christophe. Donc Cyril Rodriguez, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, après toute cette vision Accelerator, donc dans cette vision Accelerator, vous voyez une brique tout à fait en haut, un service qu'on a nommé collaboration. Donc aujourd'hui, on demande d'innover beaucoup plus vite et on voit avec en plus un cadre de contraintes qui grossit tout le temps. Tout à l'heure, Laurent nous a parlé de cybersécurité, on voit que des exigences de cybersécurité apparaissent. Et donc là, l'idée, c'est comment on va pouvoir aider les bureaux d'études à concevoir rapidement, efficacement et en plus dans l'état de l'art de ce que demandent les normes et dans l'état de l'art aussi de ce que on nous impose en termes de sécurité, de cybersécurité qui en plus évolue tout le temps. Donc aujourd'hui, la réponse Siemens sur cet aspect-là, sur comment faire en sorte de mieux travailler ensemble plus efficacement, de casser les silos et de faire en sorte que vraiment on puisse travailler soit en petit bureau d'études, soit à l'échelle et en entreprise étendue, comme on l'a vu avec Christophe, on a vu un slide aussi avec les partenaires, avec tout l'écosystème. Aujourd'hui, on va dire, quand on conçoit un produit, on ne le conçoit pas et on ne le fabrique pas tout seul. Les industriels sont très rares, sont ceux qui ont tous les corps de métier au sein de leur entreprise. Donc, on parle beaucoup d'entreprises étendues et de co-engineering. Et donc, aujourd'hui, la réponse, c'est donc Polarion qui se situe dans le portfolio Accelerator, qui en fait a trois fondamentaux. Les fondamentaux de Polarion, c'est la collaboration, la traçabilité et les workflows. Donc, on est vraiment sur un atelier qui se très souple, très ergonomique,
il y a toujours cette vocation du Word-like, c'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est 98% des spécifications sont faites et rédigées aujourd'hui dans Word. Donc l'idée, c'est de se rapprocher au plus proche de ce qu'on connaît en termes d'outils de bureautique. Et pour autant, on apporte tous les services dont a besoin un bureau d'études pour vraiment faire de l'engineering, de l'ingénierie des exigences et de la gestion de lignes de produits, vraiment quelque chose de très poussé qui va vraiment faciliter le quotidien des ingénieurs et qui va être au service des ingénieurs et pas au détriment des ingénieurs. Donc on est là pour accélérer leur façon de travailler, on n'est pas là pour les ralentir ou pour les ennuyer dans leur quotidien. Donc de toute façon, tout à l'heure, il y aura Anne qui va discuter un petit peu, qui va nous faire un retour d'expérience vraiment client et qui pourra nous expliquer un petit peu ce qu'ils en font, parce que toujours pareil, la techno, elle est là, et le sujet, c'est toujours qu'est-ce qu'on va faire de cette techno, qu'est-ce que j'en fais moi de cette techno, où c'est que je l'utilise, où c'est qu'elle me fait gagner du temps, et donc ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc ensuite, un des facteurs clés qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce slide sur ce live stream, aujourd'hui, donc Polarion, c'est une techno d'un éditeur qui s'appelle Siemens. Au-delà de la techno éditeur, il y a toute une couche métier. Cette couche métier, c'est la couche essentielle, c'est ce qui fait que Siemens est aussi éditeur. Donc Siemens est avant tout un industriel et qui est proche des métiers. Et donc dans cette proximité métier, il était évident qu'on avait besoin d'apporter des accélérateurs métiers. Et donc ici, l'un des accélérateurs métiers, business et qualité, c'est les kits de certification qui sont disponibles à côté de Polarion. Donc au lieu de qualifier votre outil, au lieu de vous monter les dossiers de justificatifs pour avoir une plateforme qui soit approuvée, conforme pour justement justifier l'état de l'art des normes, on peut gagner du temps et prendre, on va dire, un process template, prendre tout un tas de choses pré-câblées, déjà profilées pour votre utilisation. Donc ensuite, ça, c'est quelque chose qui est en plus. Donc, on peut très bien choisir de partir avec ce kit ou de choisir de ne pas partir avec ce kit pour s'approprier le modèle. Donc, il y a vraiment aujourd'hui 3 sortes de clients, on va dire. Il y a ceux qui prennent la solution out of the box avec des process qui répondent déjà à un cycle itératif ou à de l'agilité. Ensuite, on a les clients qui veulent absolument porter leur ontologie, leur façon de travailler, leur process, leur méthodo dans l'outil, auquel cas ils customisent l'outil qui est complètement paramétrable. Ou alors, on a aussi des clients qui préfèrent partir de kits déjà éprouvés par d'autres industries, par d'autres industriels pour gagner du temps sur le retour d'expérience d'autres acteurs. Voilà, donc ça, c'est vraiment au choix et chacun a sa stratégie. Il n'y a pas de stratégie, on va dire, c'est pas binaire. On est vraiment dans la zone de gris, ça dépend vraiment des contextes. Tout à l'heure, Christophe a dit qu'on était autant dans le médical que dans l'automobile, l'aéro, spatial. Voilà, suivant le contexte de chacun et la maturité aussi de son service d'engineering, on peut choisir des solutions différentes. Parfait. Merci Cyril. Alors on en arrive au bout de l'intervention côté Siemens. On va passer la main à Céline. Juste, on va vous faire une petite vue rapide de la présence de Polarion dans le monde automobile. C'est un peu le sujet de la thématique du jour. Alors, des références chez Mercedes-Benz, où Polarion est utilisé dans un environnement plus vaste que le simple focus à la gestion des exigences, mais vraiment sur finalement comment les aider à étendre leur processus de digitalisation au niveau de la production, des méthodes de production plus green. Et donc là-dessus, les jumeaux numériques prennent tout leur sens pour pouvoir simuler des taux d'atteinte de résultats. Donc typiquement ça chez Mercedes-Benz, on a également une présence dans le groupe Volkswagen. Donc là, c'est des technologies vraiment cloud et l'industrial edge. Donc comment j'automatise mes lignes de production, et Polarion est ici pour assurer le suivi de ces exigences et des processus automatisés. On va avoir également l'utilisation d'un Polarion chez Porsche. Alors ici, c'est plus le travail autour de la flexibilité de l'utilisation des AGV en production. Donc vous voyez typiquement une voiture qui est passée sur un AGV. Là, il faut que tout ça soit conforme avec les exigences des normes de production et les standards qualité internes. Donc typiquement là, Polarion est un petit peu central dans l'utilisation dans le processus de fabrication chez Porsche. Je vais vous rajouter une petite slide parce qu'on parle d'automobile, mais cette industrie subit une transformation profonde, notamment au niveau
au niveau de l'électrification. Alors là, on a un exemple chez Northvolt, par exemple, c'est une société qui fabrique des batteries lithium-ion. Eh bien, leur Gigafactory, ils ont choisi en tout cas Polarion pour pouvoir assurer la gestion des exigences pour ELM, pour la fabrication et la mise en place de cette usine. Voilà, donc un petit résumé en plus. On fait un passage de ballon en fin de webinaire à Anne et EasyMile, qui sont parmi nos clients les plus locaux à quelques kilomètres. Voilà, vous avez une petite vue rapide, donc c'est pour vous montrer que Siemens, effectivement, c'est des thématiques qui sont présentes depuis des années, sur lesquelles on est bien évidemment en première ligne en tout ce qui est innovation et R&D pour que nos outils répondent aux enjeux de cette industrie qui subit une transformation profonde. Voilà, Elie, donc je pense qu'on peut passer maintenant la main à Semios. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très intéressant. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ah, ça doit être marqué Semios, présenté par Marc et Thomas Van de Velde. Donc bonjour à tous. Donc nous sommes la société Semios, qui est une société toulousaine d'intelligence artificielle. Et vous pourriez vous demander bien que va faire l'intelligence artificielle dans cette présentation. En fait, nous venons compléter les outils et les process que nous avons discutés depuis le début de cette matinale ISIT. Nous sommes Semios, partenaire à la fois de Siemens pour Polarion et de ISIT pour le logiciel Semios, dont je vais vous parler rapidement. La grande idée de Semios, c'est de s'intéresser à la façon dont sont rédigées les exigences, les procédures dans les documents. Alors pourquoi? Parce que de façon très simple, on sait bien qu'entre ce qui était imaginé, voulu par les concepteurs du système et ce qui est obtenu à l'arrivée, des fois il y a pas mal de différences. Et nous, notre métier, c'est de nous intéresser à comment sont rédigés les documents techniques, les exigences, les spécifications, les procédures, de façon à y détecter de possibles différences d'interprétation entre humains. C'est-à-dire en particulier que deux personnes différentes interprètent différemment le même texte. Et comment faisons-nous ça? Eh bien, pas particulièrement en contraignant le rédacteur, mais beaucoup plus en s'intéressant à la façon dont les textes sont rédigés. C'est ce qu'on appelle la sémantique, en s'intéressant au sens de ce qui est marqué dans les exigences et en détectant dans la façon de rédiger des formulations qui sont possiblement, qui résulteraient possiblement dans des différences d'interprétation et donc par là même après à des discussions, des pertes de temps, des résultats qui ne sont pas adaptés et puis de façon plus générale du stress et de la charge de travail inutile pour les ingénieurs. Et nous faisons cette analyse sur les textes dans des langues bien précises et nous supportons actuellement l'anglais, le français et l'allemand. Alors, c'est un champ de l'intelligence artificielle dans lequel nous sommes. C'est celui qu'on appelle le champ de l'intelligence artificielle sémantique, qui lui-même fait partie du traitement du langage naturel, c'est-à-dire on travaille sur des textes exprimés dans du langage courant, sans contrainte particulière. Et c'est un autre segment de l'intelligence artificielle, à côté de ceux que vous connaissez peut-être, de la vision, qui cherche à interpréter ce que l'on voit et à reconnaître des objets, des formes, des personnes dans les images fixe ou dynamique, la robotique qui cherche à rendre de plus en plus autonomes des petits robots et qui s'appuie pour ce qui est du traitement du langage naturel, comme les deux autres grandes familles que j'ai évoquées, sur une recherche de plus en plus approfondie et systématique dans la façon dont on a rédigé ou on peut rédiger des textes. C'est lié au deep learning d'une part et au machine learning d'autre part. Deep learning, ça veut dire on apprend de façon de plus en plus profonde et systématique, et le machine learning, c'est qu'on apprend de façon automatique. Donc on bénéficie dans nos travaux directement de cette approche et de ces réflexions qui ont été mises à disposition de nos ingénieurs, et à partir de là, on peut construire des interprétations des textes qui sont réalistes. Alors Semios, en fait, se construit comme produit, comme technologie sur 10 ans d'expérience.
C'est-à-dire que même si l'intelligence artificielle a fait des grands bonds dans les dernières années, il faut savoir que c'est une science qui existe depuis maintenant 25 ans, 30 ans, et nous avons commencé, nous, il y a déjà une dizaine d'années, ce qui fait qu'on a déjà des retours d'expérience importants, et en particulier, on a maintenant 6 ans d'expérience dans l'industrie, directement au contact de la réalité. Que ce que nous vous présentons ici, ce ne sont pas que des travaux de recherche, c'est vraiment des choses tout à fait concrètes et d'usage. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, vous voyez en bas à droite, là, il y a un exemple de document d'une spécification qui n'est pas forcément rédigé de la façon la plus claire possible. Donc, le système CPU doit paramétrer ces signaux ou doit les envoyer et doivent identifier. Donc, ce que l'on peut remarquer d'abord en termes d'interprétation et d'analyse, ce que fait notre logiciel, c'est qu'il faut faire plusieurs tests pour vérifier que ceci est bon. Donc, on va avoir des problèmes au niveau de la vérifiabilité de l'exigence. Ensuite, on a des enchaînements de conditions et qui s'enchaînent à des moments différents. Donc, on peut avoir des problèmes d'interprétation sur ce texte. Et surtout, on a des combinaisons qui peuvent donner des résultats différents, ce qui fait que dans l'analyse de ce texte, on va remonter des analyses pour pointer du doigt auprès de l'utilisateur que, attention, sa rédaction est ambiguë, elle pose des problèmes de vérifiabilité et elle peut poser des problèmes même d'interprétation, d'ambiguïté sur l'ensemble de l'exigence. Donc nous, notre métier, c'est pas de rédiger à la place des ingénieurs système ou de les remplacer. Nous, notre métier, c'est un petit peu comme le fait un correcteur orthographique ou une analyse grammaticale, c'est de souligner, de mettre en valeur les endroits où potentiellement il y a des difficultés, de façon à ce que le rédacteur puisse y revenir une deuxième fois, avoir son regard attiré par la difficulté et à partir de là, chercher à reformuler de façon plus claire, moins ambiguë ou qui corrige les différents problèmes remontés. Donc ça, c'est un exemple. Il fallait en choisir un pour ne pas prendre trop. En fait, c'est beaucoup d'exemples qui visent à appliquer des règles simples de rédaction, de formulation d'exigences dans les documents techniques. C'est quelque chose qui a été largement standardisé par les différentes associations et organismes de référence dans l'édiction des bonnes pratiques pour les ingénieurs systèmes. Et nous, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous consignons et nous implémentons ces bonnes pratiques dans des outils de vérification automatique au niveau de chaque exigence. Et le but est d'aider le rédacteur à appliquer au fil de l'eau, exigence après exigence, sans fatigue particulière pour lui, la bonne application de ces règles. On peut travailler directement dans des documents formulés en Word ou en Excel, mais aussi on sait s'intégrer dans les ALM et PLM leaders du marché. Et en particulier, nous avons un partenariat très fort avec Polarion, dans lequel notre logiciel s'intègre directement dans l'interface utilisateur. Et à chaque fois qu'une exigence est stipulée dans Polarion, on a la possibilité d'appliquer une analyse Semios sur cette exigence qui retourne les petites notes de couleur que vous avez sur la droite. Alors ça, c'est la version synthétique, je dirais, au niveau du document général de l'ensemble des spécifications. Puis si on clique sur le bouton Report qui est en bleu, on a accès à ce moment-là à une analyse plus détaillée qui nous donne exactement l'analyse point à point de ce qui s'est passé. Une des caractéristiques de notre logiciel, c'est d'être didactique. C'est-à-dire que nous expliquons pourquoi il y a eu une formulation qui est faite et à chaque fois, on a, vous voyez sur la partie droite, la possibilité d'accéder à un niveau d'information complémentaire, voire aux bonnes pratiques des organismes de standardisation, voire à des exemples de règles sémantiques qui sont attachées à ça et il est possible pour les référents du site de configurer des adaptations en fonction du métier ou de l'industrie spécifique dans lequel est notre client, de manière à ajuster au maximum les retours qui sont faits par le logiciel. L'idée ici, encore une fois, c'est bien d'aider le rédacteur, de l'aider
dans l'immense tâche que constitue la vérification systématique de toutes les exigences dans des phases de relecture et leur faire gagner du temps. Pourquoi? Essentiellement pour qu'ils aient plus de temps pour pour travailler sur le fond des problématiques qui sont posées, pour travailler vraiment sur le sens des exigences qu'ils formulent. Alors, à quoi sert Semios pour nos clients? On a pu mesurer sur les expériences concrètes qui ont été faites un gain de 30 à 50% de temps dans les circuits de relecture, de rédaction et de relecture. Pourquoi? Parce que quand les formulations ne sont pas claires ou pas suffisamment bonnes, le comité de relecture rejette les formulations qui repartent pour réanalyse. Et puis plus le temps passe et plus il faut refaire des analyses par-dessus les analyses et les maintenir à jour. Et la qualité, si c'est fait par des humains, tend à baisser parce que c'est fatigant et c'est répétitif. Là où l'automate, lui, ne se fatigue jamais et est capable de maintenir sa qualité bien du premier coup. L'objet ici, c'est de faire bien du premier coup pour le rédacteur de manière à accélérer l'ensemble. Bien entendu, c'est un impact favorable sur la qualité des exigences et encore plus sur la cohérence de la qualité à l'échelle de l'ensemble des rédacteurs. Pourquoi? Parce qu'on a une grille de lecture qui est commune et qui est partagée par l'ensemble des rédacteurs. Donc du coup, ce qui sort est beaucoup plus homogène au niveau de chacune des formulations pour les spécifications techniques. Nos clients nous ont remonté un effet positif très intéressant autour de la dimension pédagogique et en particulier pour faire monter à bord des nouveaux rédacteurs. Quand des ingénieurs systèmes acquièrent de l'expérience, formulent pour les premières fois leurs exigences, souvent il faut un temps non négligeable de la part de leurs seniors pour les faire monter à niveau, leur apprendre à bien formuler les choses. Le fait qu'ils aient le retour immédiatement de façon privée, pour eux, un petit peu comme le correcteur orthographique va me corriger, me montrer mes fautes avant même qu'elles sortent du document que je suis en train de rédiger, donc sans que personne le sache, ça me permet comme ça de prendre confiance en moi, d'être sûr que la première passe est bien faite. Et du coup, ils nous ont dit que ça accélérait considérablement la montée en compétences de nouveaux rédacteurs, d'à peu près 50% d'efficacité sur ce sujet. Un quatrième point qui a été beaucoup évoqué, c'est la baisse de la charge mentale et de la fatigue pour les relecteurs en particulier, c'est-à-dire ceux qui doivent signer les documents. Quelle est leur angoisse de laisser passer un document qui contiendrait une exigence radicalement mal formulée. Et quand le nouveau document, la nouvelle version du document débarque avec ses 700 exigences à l'intérieur et qu'il faut les reprendre une à une, quel poids, quelle charge? Alors que là, l'automate peut bien sûr dégrossir le travail de façon à ce qu'on se concentre sur le fond et beaucoup moins sur la façon de rédiger les choses parce que ça, c'est pris en charge par Semios. Enfin, au total, nos clients ont montré qu'ils étaient capables de beaucoup mieux maîtriser leurs délais, de tenir les engagements, en particulier quand l'on en est à acceptation des documents. C'est-à-dire que les documents produits étant de meilleure qualité, étant plus homogènes, étant moins incohérents dans les formulations d'exigences les unes avec les autres, eh bien, ils sont plus facilement acceptés en aval par ceux qui doivent les prendre en compte pour les réaliser. Et c'est souvent traduit comme par une plus grande agilité pour l'entreprise afin de produire les fameuses solutions qu'elle est en train de spécifier. Donc nous jouons un petit rôle, mais un rôle que nous considérons comme essentiel dans l'ensemble de la chaîne de production de valeur autour de produire des systèmes de plus en plus de qualité. Voilà. Je repasse la parole à Elie. Merci beaucoup Thomas, c'était très intéressant. J'en ai d'ailleurs moi-même parlé à pas mal de nos clients, certains sont là, j'ai vu Fernando. Et chaque fois, ça éveille la curiosité, si ce n'est l'intérêt, donc c'est très intéressant. Eh bien, écoutez, on sera ravis de faire connaissance, de vous rencontrer, d'aller un cran plus loin dans les explications, et puis surtout d'échanger autour de comment utiliser cette technologie dans votre cas particulier, dans votre environnement très spécial. Parce qu'on sait bien que c'est à chaque fois, c'est une affaire de localisation. Merci beaucoup. Je vais donc passer la main pour notre témoignage client avec Anne et Easymail.
m'appelle Anne Larib, je suis directrice système intégration et validation chez EasyMile. L'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est un petit peu de vous expliquer ce que l'on fait chez EasyMile afin de vous donner le contexte dans lequel on s'est renseigné sur les solutions d'ALM et comment on en est arrivé à choisir Polarion. Donc comment on s'y est pris? On s'est dit, dans un premier temps, il faut qu'on définisse ce que l'on veut faire, ce que l'on cherche à faire, quels sont les pain points que l'on a besoin d'adresser et quels sont les outils qui pourraient répondre et se définir une matrice d'évaluation pour chacun des outils afin d'arriver à un choix de solution qui soit le plus éclairé possible. Donc on a lancé ça du coup début 2021. On a fait toute une analyse des pain points de l'équipe et de l'entreprise au global. Donc on a un gros fichier avec une vingtaine de pain points à adresser avec la mise en place d'un ALM. On a mappé à l'époque notre process tel qu'il était et tel qu'on aimerait qu'il soit pour pouvoir répondre à nos différents pain points identifiés. Et on a également à cette époque-là fait un mapping des outils et des flux de données que l'on avait en place. Basé là-dessus, on a défini des critères d'évaluation pour les ALM. Donc vous avez une table là que vous voyez qui a un gros résumé. Les critères d'évaluation, ils étaient de l'ordre d'une quarantaine de points, des points très techniques, des points très subjectifs. L'idée, c'était vraiment de forger une opinion sur différentes solutions. Ensuite, une fois qu'on a eu posé toutes ces briques-là, on a lancé une sélection d'outils pour lancer notre benchmark. Très rapidement, on a 4 outils qui sont ressortis comme étant les outils candidats. Donc, on avait la solution Jama, Codebeamer, Polarion et Jazz. On a sorti assez rapidement Jazz. Jazz, c'est le Doors New Generation. Pourquoi? Pour une raison de coût. C'est une solution qui, en termes de coût, était assez loin des 3 autres. Donc, on l'a très rapidement sorti de notre benchmark. On a fait cette comparaison. Alors, pour nous aider dans cette comparaison, on avait un stagiaire et 2 personnes en interne qui menaient cette comparaison-là. Donc, notre stagiaire nous a permis vraiment de poser le avis, de faire le diagnostic avec les équipes. Et derrière, les équipes sont venues donc à chaque fois installer les différentes licences d'essai des outils. On fait des tests sur plein de points de configuration, de traçabilité, de prise en main des outils. Et derrière, on a eu un scoring pour chacune des solutions. Assez rapidement, Polarion s'est dégagé comme étant le choix préféré de l'outil. Je vous ai mis quelques-uns des critères, ce n'est pas les critères uniques, mais globalement, en termes de concept de l'outil, on a tout de même un parti pris qui est un petit peu différent entre Polarion et versus Jama et Codebeamer, avec une vue documentaire dans Polarion qui a été vue comme étant bien plus facile à prendre en main par les équipes système. Par rapport à une vue work item qui était plus abstraite pour les équipes système, donc, et qui est la vue qui est fournie par Jama et Codebeamer. Donc Polarion, vraiment à la prise en main, première impression, les équipes se sentaient plus rapidement plus à l'aise avec la solution Polarion. Donc ça a été un gros critère. Et le critère secondaire, mais je dirais qui a été important, mais sur lesquels les concurrents étaient quand même bien présents aussi, c'est la partie interface, avec Polarion qui permet tout de même un grand nombre d'interfaces, notamment avec plusieurs des outils que l'on avait déjà chez EasyMile. Donc c'est ce qui nous a orienté vers Polarion. En termes de coût, les 3 solutions étaient quand même relativement alignées. On n'avait pas vraiment de grosses différences. Donc je dirais le coût des solutions n'a pas vraiment été un critère différenciant. Une fois que le choix a été fait, donc la sélection, elle a été faite fin 2021. On a pris notre temps, je dirais ça nous a bien pris 7-8 mois de faire ce benchmark, de poser les pain points. Je pense que c'était un processus nécessaire pour faire un choix éclairé et surtout un choix qui soit complètement adopté par les équipes. Cette planche, c'est plus pour vous donner un petit peu une idée de la quantité de travail liée à l'interfaçage d'un outil d'ALM dans un environnement existant. Donc on a fait tout un travail d'identification des outils en place et des éléments et des items que l'on aurait besoin d'échanger avec l'ALM, à quel moment du cycle et comment. Donc où on en est, on est fin septembre 2022. La configuration de l'outil est encore en cours. Donc là, on est vraiment en train
met les pieds dedans. On a configuré pas mal de choses avec l'aide d'Easy. On est encore en train de configurer parce que globalement, en utilisant l'outil, on se rend compte qu'on a encore besoin de configuration. Donc ça, c'est un vrai point qu'on avait un petit peu sous-estimé, l'effort de configuration. Le déploiement de Polarion a nécessairement tiré des points qui ne sont pas liés à l'outil, qui sont plutôt liés à la méthodologie et au process. On a tiré, surtout 2022, un gros travail de définition de la nomenclature, de la structure documentaire que l'on souhaitait mettre en œuvre. On a fait un gros effort de formation de nos équipes pour tout ce qui est écriture de spécifications, parce que c'est des équipes qui n'avaient pas d'outillage avant. On a aussi beaucoup de newcomers. Donc on est à la fois en train d'onboarder des gens, de déployer une solution. Donc ça demande beaucoup d'efforts de la part de l'équipe. Donc on progresse globalement très lentement, trop lentement à mon goût, mais on sait pourquoi. De toute façon, on a quand même réussi à faire de premiers steps importants, c'est qu'on a nos premières spécifications là qui sont importées en suivant les principes de la SPIS, et on a également nos premières spécifications safety venant de Medini qui ont été importées dans l'outil. Donc ça y est, on a posé les premières briques, on a, je dirais, un bon tiers de l'équipe système qui commence à travailler au jour le jour dans l'outil. Sachant que l'on a deux types de projets, des projets qui commencent, donc on commence dès le début à travailler dans l'ALM, ça c'est le plus facile, et après on a les projets dont les spécifications sont dans des documents et qu'il faut qu'on importe en cours de projet, ça c'est un petit peu plus compliqué, et derrière il faut qu'on raccroche un petit peu les différents bouts, et ça c'est un vrai sujet qui n'est pas évident à aborder. Les difficultés que l'on a rencontrées, que l'on rencontre. On s'est rapidement rendu compte qu'il nous fallait quelqu'un à temps plein sur le sujet, parce que sinon il est difficile, notamment sur les questions de configuration, de prise en main de l'outil et de déploiement, de faire avancer les choses au bon rythme si on n'a pas quelqu'un qui fait que ça, qui tire les interfaces avec Unit, qui arrive à configurer. Et donc on a un poste qui est en cours de staffing pour avoir une personne, un responsable méthode and tools pour l'équipe système, pour vraiment accélérer là-dessus. Donc j'espère qu'on aura quelqu'un d'ici la fin de l'année. Recruter quelqu'un sur ce genre de problématique, c'est une vraie difficulté. Actuellement, sur le marché du travail, trouver des personnes qui sont à la fois familières des ALM, mais qui ont également un niveau de connaissance minimum sur ce qu'est l'ISO 26262, qui ont un petit peu de connaissance du cycle en V et qui savent faire un peu de change management, c'est un peu un mouton à 5 pattes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il me semblait important de l'AIAT ici. L'outil est très bien. Maintenant, pour déployer cet outil, il faut des compétences qui sont difficiles à trouver actuellement sur le marché du travail. Et pour en avoir parlé avec plusieurs sociétés, c'est un véritable enjeu. La configuration, c'est le point, je pense, le plus difficile. Ça nécessite une très bonne connaissance de l'outil et à la fois une très bonne connaissance des process de l'entreprise pour réussir à faire matcher les deux. Et ça, c'est pas évident. Encore plus quand on n'a pas une personne à temps plein. On a des interfaces qui sont non managées, notamment avec SyncSmith, qui est un outil open source, outil de documentation de code, comme je le disais. Pourquoi cet outil il est important? Toute la partie code non sécuritaire, mais également le code sécuritaire, les développeurs utilisent ça au quotidien. C'est un outil, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder comment ça fonctionne, c'est très intéressant. Ça permet aux développeurs de documenter leur code directement dans le code. Donc, c'est-à-dire que les spécifications du code sont à côté du code, ce qui pour eux est extrêmement pratique en termes de mise en œuvre et qui leur permet, donc, en développant, d'assurer la traçabilité de ce qu'ils développent. Évidemment, c'est un outil incontournable pour nous avec lequel il faut que l'on s'interface pour pouvoir garantir une traçabilité entre les exigences que l'on va cascader aux développeurs et ce qu'ils vont développer, et pour pouvoir ensuite faire la remontée du V. Cette interface est actuellement non managée, donc on est un peu face à donc là, on est en train de voir pour gérer un développement d'interface en interne, mais qui dit développement d'interface en interne dit une interface qui n'est pas managée. Donc pour assurer la continuité des outils, donc c'est un point d'attention et que l'on va avoir dans le cadre de notre déploiement. Et enfin, le workflow.
Intégrer un outil comme cela dans un environnement d'outils déjà déployé, ça nécessite de vraiment se poser des questions de workflow et donc de revenir à la configuration. Et ça, c'est un vrai, c'est une vraie entreprise, hein. C'est un vrai sujet qui demande du temps. Donc globalement, nous, on est toujours convaincus par l'outil, hein. On est un peu déçus de notre niveau d'avancement parce que on pédale un peu dans la semoule, parce qu'on grossit vite et il faut qu'on staffe et que là, on cherche à staffer des profils qui sont vraiment pas faciles à trouver sur le marché. Donc on se heurte un peu à ce sujet-là. Maintenant, on avance tout de même. On a un bon niveau d'adoption des équipes, le retour des équipes et que l'outil est tout de même facile à prendre en main. Il est hyper configurable, donc ça nous permet vraiment d'adapter à nos besoins au fur et à mesure du déploiement. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc sur 2022, voilà, on a avancé moins vite que ce que l'on aurait aimé. Maintenant, on sait pourquoi. On a mis des actions en place pour pouvoir accélérer. Mais c'est en tout cas un challenge très intéressant parce que ça tire vraiment des problématiques de comment on gère de la traçabilité en mode agile et comment on met en place un framework d'outils qui soutiennent au mieux nos processus. Et donc c'est une entreprise difficile mais intéressante. Donc on ne regrette pas notre choix de Polarion. On a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être, je dirais, complètement at scale sur le sujet. Mais on avance.